J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public consacré au rôle d'Elon Musk auprès de Donald Trump, à ses ambitions géopolitiques. Prend-il la tête d'une internationale réactionnaire? Pourquoi les géants d'Internet sont-ils de plus en plus nombreux à soutenir le futur président américain? Quelle est cette société libertarienne que Musk rêve d'imposer? Avant d'en débattre, retour sur les ingérences du patron de SpaceX, notamment en ce moment même dans la campagne électorale en Allemagne. Antoine Joubeau. Serait-il devenu l'ennemi numéro 1 des démocraties européennes? Appel à voter pour le parti allemand d'extrême droite AfD quelques semaines avant les législatives, ou encore attaque contre le Premier ministre britannique. Depuis plusieurs jours, Elon Musk multiplie les tweets contre Keir Starmer, qu'il accuse d'être le complice de réseaux pédocriminels. Starmer doit partir et il doit faire face à des accusations pour sa complicité dans le pire crime de masse de l'histoire de la Grande-Bretagne. Ces opinions ne manquent pas de faire réagir les chefs d'État européens, du président espagnol Pedro Sánchez à Emmanuel Macron. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Pour ce spécialiste, Elon Musk mène une vendetta contre l'Europe. Il a une obsession, c'est la réussite de ses activités industrielles. Et tout ce qu'il fait à l'heure actuelle en essayant de déstabiliser l'Union européenne, c'est sans doute aussi pour installer peut-être demain dans les grands pays européens des gouvernements amis qui lui permettront d'établir dans les meilleures conditions possibles pour lui ses activités industrielles. Depuis près d'un an, une réglementation européenne des services numériques existe. Son but, renforcer entre autres le contrôle des réseaux sociaux contre la désinformation. C'est la possibilité de mettre en garde, comme l'avait fait Thierry Breton d'ailleurs l'été dernier au moment des émeutes racistes au Royaume-Uni. C'est la possibilité de prendre des sanctions, des astreintes et, in fine, s'il continue à persister dans cette violation des règles européennes, cela peut aller jusqu'à la suspension des activités de ce réseau social. Mais pour l'instant, l'Europe réagit en ordre dispersé et n'ose pas encore mettre en œuvre ces sanctions. Keir Starmer rencontre ce mardi soir Emmanuel Macron. Les deux hommes échangeront probablement sur les interventions récurrentes du milliardaire américain. Elon Musk, lui, accueille un débat sur sa plateforme avec la chef de file de l'extrême droite allemande. Elon Musk peut-il faire gagner l'extrême droite en Europe? On en débat avec Pierre Aski. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter et au Nouvel Obs et président de Reporters sans frontières. Marjorie Payot, bonsoir. Hello. Bienvenue, journaliste spécialiste de la vie politique américaine et des nouvelles technologies. Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Et bienvenue, docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents, auteur de ce livre Les mots de Trump, publié aux éditions Dalloz. Et vous savez reprendre les présentateurs quand ils font des fautes de prononciation en anglais. Les fidèles de cette émission sauront de quoi je parle. Et Sophie Dravina, éditorialiste politique. Bonsoir, bonsoir Sophie. Bonsoir, merci d'être restée à mes côtés. Elon Musk qui, en ce moment même, je crois que c'est en ce moment que ça se passe, offre une visibilité internationale à la candidate d'extrême droite en Allemagne, Pierre Aski, donc qui diffuse sur son réseau social, sur X, un dialogue avec elle. C'est un coup de com', c'est une nouvelle étape dans une forme de stratégie géopolitique. Comment vous l'analysez, ça? Alors, au début, on s'est dit c'est un coup. Oui. Et puis après, il a refait la même chose avec les Britanniques, en attaquant Keir Starmer, le Premier ministre, et en soutenant Reform UK. Et lorsque le chef de Reform UK, donc cette extrême droite britannique, ne l'a pas suivi, il a demandé son remplacement. Oui. Et aujourd'hui, vous avez le Financial Times qui titre Elon Musk réfléchit à la manière de faire tomber Keir Starmer avant les prochaines élections. Donc, on n'est pas dans l'accident de parcours avec l'AfD en Allemagne. Donc, l'AfD, c'est l'extrême droite allemande. On est dans une stratégie qui est celle de pousser au maximum les partis anti-système ou en tout cas qui vont dans le sens de sa vision de l'Europe. Il faut savoir quand même que quand on est aux États-Unis, l'Europe, c'est trop socialiste, trop bureaucratique, trop de régulation qui tue l'innovation. C'est un ectoplasme
qui est un ennemi pour ces grands groupes. Et donc, de soutenir les gens qui sont plutôt anti-européens, Reform UK, c'est ceux qui ont instrumentalisé le Brexit, l'AfD a un programme pro-russe, anti-Bruxelles, voilà. Ils étaient tellement extrémistes que même Marine Le Pen les a exclus de son groupe parlementaire à Strasbourg. Rappelons-le. Donc c'est quand même quelque chose. Et Elon Musk, dans son argumentaire, puisqu'il a publié une tribune dans la presse allemande pour défendre sa position, il vante leur programme économique. Ce qui est quand même incroyable parce que c'est comme si, je vais faire un point Godwin, mais en 1933, on avait dit Hitler c'est très bien parce qu'il va construire des autoroutes, mais sans regarder le reste du programme. Regarder tout le reste, oui, effectivement. On rappelle qu'on est en pleine campagne électorale en Allemagne. Marjorie Parion, alors j'allais dire ingérence, on peut employer le terme, en tout cas cette intervention d'Elon Musk en plein cœur d'une campagne électorale, c'est quoi? C'est une sorte de test pour l'Union européenne aussi, sa capacité à réagir. Ça va être un stress test absolu pour notamment les régulations européennes. Mais avant, je renchéris sur l'édito justement dont Pierre parlait, que Elon Musk fait paraître dans Die Welt-Sonntag il y a quelques jours, et où il explique exactement pourquoi il se donne le droit à l'ingérence dans certains pays européens. Il explique qu'en l'occurrence, il est propriétaire d'une usine Tesla en Allemagne. Il y a 3 continents pour Tesla en termes de production. Les États-Unis, l'Asie avec la Chine, il y a une usine à Shanghai, et pour l'Europe, en l'occurrence, c'est Berlin. Et il se dit que dans la mesure où il contribue à l'économie du pays, il a le droit de donner son avis et que ça lui semble tout à fait normal. La question désormais, c'est de savoir si Elon Musk, c'est un réac d'opportunité, c'est un réac finalement de circonstances, ou si il est en train de revenir finalement à ses fonds baptismaux. Je m'explique. Elon Musk, il est né en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid. Il a vécu 20 ans sous le régime de l'apartheid. Ensuite, il a acquis sa nationalité canadienne puis américaine. Mais aujourd'hui, on a l'impression finalement que la façon dont il a pu être élevé dans une famille dont notamment son père a quand même des idées extrêmement à la droite de la droite, ne sont pas en train de ressortir. Ouais, alors on y reviendra sur le fond idéologique en l'occurrence d'Elon Musk, ce libertarien là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, on y consacrera du temps dans ce débat. Jérôme Vialago-Toi, quand on entend Elon Musk, quand il parle, est-ce que c'est aussi le futur président Trump? Alors, on parle à travers lui. Il y a beaucoup d'éléments effectivement de convergence, notamment tout ce qui est l'aspect anti-immigration, qui est vraiment quelque chose qu'ils ont en commun. Alors, il y a des différences par contre avec la base qui a voté pour Donald Trump, qui est totalement anti-immigration, qui veut arrêter totalement l'immigration, alors qu'Elon Musk, lui, veut une immigration qualifiée, choisie, le chef d'entreprise n'est jamais très loin. Exactement. Et lui-même, d'ailleurs, est immigré, il est passé par là. Et on voit que Donald Trump, qui a beaucoup varié sur ce sujet aussi, l'a soutenu là-dessus, mais ça va être aussi une question ça va être probablement des sujets de division au sein des républicains aux États-Unis. Donc, il y a des points de convergence. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on oublie souvent que Elon Musk a fait partie du Conseil économique dans le premier mandat de Donald Trump, et il est parti sur la question de l'environnement, puisque au moment où Trump a quitté l'accord de Paris, Elon Musk a décidé lui aussi de quitter le cabinet, enfin en tout cas le conseil économique. Donc c'était sur des questions, il y avait des différences. Ouais. Et on voit maintenant que Musk se rapproche, même sur ces questions-là, l'environnement n'est plus vraiment une question importante pour lui. Oui, surtout qu'il est sous le coup d'une enquête pour les dégâts provoqués par le décollage de ses fusées SpaceX. Et d'ailleurs, on se posera la question, quand il sera à son poste pour réduire le budget des agences fédérales, s'il ne va pas utiliser ça pour affaiblir l'agence chargée d'enquêter sur ces faits. Bref, ça c'est un autre débat. Je voudrais qu'on reprenne les mots d'Emmanuel Macron qui parle d'international réactionnaire soutenu par Elon Musk. Et ces mots, ils ont été repris par qui? Par le Premier ministre espagnol. C'était ce mercredi lors d'un discours marquant le début des commémorations, ce n'est pas un hasard, du 50e anniversaire de la mort du dictateur Franco. L'internationale réactionnaire, comme l'a dit le président Macron il y a quelques jours, ou l'internationale d'ultra-droite que nous dénonçons depuis des années en Espagne aussi, dirigée en l'occurrence par l'homme le plus riche de la planète, attaque ouvertement nos institutions, attise la haine et appelle ouvertement à soutenir les héritiers du nazisme en Allemagne lors des prochaines élections qui se tiendront dans le premier pays économique d'Europe.
el principal país económico de Europa. Est-ce que c'est un combat, Pieraski, contre les valeurs de l'Europe ou alors contre la machine européenne? Ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous dites que c'est aussi un combat contre des valeurs démocratiques? Alors je pense que c'est même plus large que ça, parce que on a quel est le socle commun aujourd'hui entre Elon Musk, mais Elon Musk est une partie du monde de la tech. Hein. Oui. Il n'y a pas qu'Elon Musk, et on l'a vu avec le ralliement de Mark Zuckerberg, de Meta, aux thèses d'Elon Musk. On expliquera ça en détail. Il y a une partie de la Silicon Valley qui fait allégeance. Mais vous avez le mariage entre Elon Musk, qui est cet homme qui veut rétablir la suprématie absolue des États-Unis et aux dépens du multilatéralisme. Il déteste le multilatéralisme, c'est-à-dire la gestion collective des affaires du monde. C'est les Nations Unies, c'est toutes les organisations spécialisées, etc. Et les géants de la tech, eux, veulent moins de régulation, moins d'entraves à leurs activités. Il y a le mariage de ces deux forces, l'une qui est le pouvoir politique, l'autre qui est le pouvoir économique et de la technologie, c'est-à-dire le monde qui est en train de se construire aujourd'hui. On a une bascule, le centre de gravité du capitalisme, il passe chez eux aujourd'hui. Et donc l'Europe, c'est un obstacle, parce que l'Europe, c'est basé sur le droit, sur la régulation, sur cet espace gentil. On se fait, voilà, et à leurs yeux, c'est à abattre. Mais ça va plus loin, parce que ça ne s'arrête pas, évidemment, à l'Europe. Et je rebondis sur ce que disait Marjorie tout à l'heure, il dit que comme il a investi en Allemagne, il a le droit de critiquer. Moi, j'attends le jour où il fera le même tweet sur la Chine. Mais oui, puisqu'il a des intérêts en Chine. Ça, effectivement, c'est intéressant. D'ailleurs, ça pourra peut-être mettre un coin dans les relations entre Elon Musk et Donald Trump, le marché chinois. Bien sûr. Le Wall Street Journal disait il y a quelques jours que, justement, Elon Musk pourrait jouer peut-être l'agent d'apaisement des relations entre Xi Jinping et Donald Trump, en l'occurrence, pour pouvoir mettre un peu d'eau dans les rouages. Oui, bon, on verra bien. On va écouter quand même celui dont on parle depuis le début de ce débat, le patron de Tesla, SpaceX, entre autres. C'est pendant la campagne électorale. Alors c'est intéressant, vous allez voir, parce qu'il parle de ses conversations avec Donald Trump, du rôle qu'il va avoir, et puis alors de sa conception du gouvernement. Écoutez bien. J'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. C'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique, le pays de la liberté et des opportunités. Moi, je trouve cette phrase assez dingue. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Alors là, on touche, Jérôme Bialaud-Godefroy, à ce côté libertarien. Ça veut dire quoi? Quelles sont les valeurs d'Elon Musk? Oui, alors ça plaît énormément aux États-Unis. Hein. Surtout du côté républicain, c'est quelque chose d'ancien, en fait, hein, qui vraiment... Et là, on a eu d'ailleurs dans la campagne quelque chose d'intéressant, c'est que les démocrates ont eu à peu près le même discours par rapport à la question de l'avortement, par exemple. Mais en fait, c'est un libertarien comme ça, quand ça l'arrange, hein, puisque au niveau de ses affaires, par exemple, sa richesse dépend beaucoup de ses contrats qu'il a eu avec l'État, y compris des règles de la réglementation sur l'environnement. Pour Tesla, par exemple, il y a sur des crédits aussi, crédits de vente de voitures électriques. Donc moins de gouvernement, moins de règles, sauf quand ça l'arrange. Sauf quand ça l'arrange. Bon. Et on voit que c'est la même chose sur Twitter ou X, plutôt, comme ça s'appelle maintenant. C'est-à-dire qu'il prône la liberté d'expression, mais en réalité, il a changé l'algorithme pour mettre en avant ses propres tweets et puis aussi ceux de l'extrême droite régulièrement. Donc en fait, il faut vraiment distinguer entre le discours et ce qu'il fait en réalité. Et un petit peu comme Donald Trump, c'est centré par rapport à lui, en fait. Et ce qu'il déteste, et ça a été ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il déteste tout ce qui est contrainte. Tout ce qui est contrainte est vu tout de suite comme de la dictature. Et c'est exactement la même chose pour Donald Trump. Et puis, il y a aussi le combat anti-woke, anti-wokisme. Marjorie Paillon, il faut peut-être expliquer d'où ça vient. C'est en partie lié à son histoire personnelle, à l'un de ses fils devenu une fille, donc, et qui l'a fait un peu basculer. Déjà, vous savez, Thomas, quand on parle de woke, quand on est républicain aux États-Unis en l'occurrence, on se réfère à ce qu'on appellerait la bien-pensance des démocrates. Woke, c'est vraiment l'insulte suprême quand on veut aller affronter le camp adverse quand on est républicain et en plus pro-MAGA.
évidemment, MAGA, Elon Make Musk, America Great Again. Oui, je le rappelle. on peut littéralement dater, pas au carbone 14, mais au tweet près, le moment où il change complètement d'avis, où il sort de ses gonds littéralement et où il voue une guerre absolue au wokisme, contre le wokisme. C'est en effet ce moment où son fils Xavier va vouloir entamer une transition de genre et devenir Viviane, ce qui est aujourd'hui, en l'occurrence, c'est une femme aujourd'hui qui s'appelle Viviane et qui elle-même a dit qu'elle quitterait les États-Unis à l'élection de Donald Trump. Donc ça, et qui ne veut plus porter le nom de Musk, elle porte le nom de sa mère en l'occurrence. Il y a ce combat-là qui les rapproche, mais ce n'est pas la seule chose en l'occurrence. On parlait tout à l'heure de diplomatie et d'ingérence. Pour Trump et pour Musk, la diplomatie, c'est un business comme un autre. Et il faut toujours essayer de voir le coup de billard à 3 bandes qui se joue derrière ces déclarations et ces flèches décochées, même envers les alliés. Je lisais sous la plume de nos confrères du Parisien ce matin, du Parisien aujourd'hui en France, les Trusk. Donald Trump, Elon Musk, les ça va nous permettre d'éviter de faire le lapsus à chaque fois. Oui, parce qu'on fait ça. Mais Trusk, ça va nous aider. Il y a une alliance. Est-ce que c'est une alliance de circonstances? Combien de temps elle va durer? Votre avis là-dessus? Si on essaie de se projeter un peu là dans les premiers mois du mandat de Donald Trump. Oui, ça c'est mission impossible de se projeter parce que avec deux personnalités aussi imprévisibles. Sur le papier et rationnellement, on peut se dire deux égaux pareils ne peuvent pas cohabiter très longtemps. Après, moi je serais méfiant à pronostiquer une rupture rapide parce que je pense qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et ça, c'est la clé, c'est que Musk apporte la Silicon Valley, apporte la technologie qui est aujourd'hui le fer de lance de la puissance américaine. Il y a quelques jours, le patron, le CEO de Palantir, qui est une des grandes sociétés, et d'ailleurs fondée par un autre né en Afrique du Sud. Tout à fait. Et Peter Thiel, qui a été un des ralliés de la première heure à Trump. Le patron de Palantir disait la révolution de l'intelligence artificielle, c'est une révolution américaine. Nous la possédons, tout est américain. Les entreprises sont américaines, l'argent est américain, les chercheurs sont américains, et même quand ils ne le sont pas, ils veulent venir en Amérique. Personne d'autre au monde ne peut faire comme nous. Il y a cette idée que la puissance américaine d'aujourd'hui, elle est là, elle est dans la technologie. Et donc, Trump le sait aussi, et Trump a besoin des gens de la technologie à ses côtés. Et Musk sait qu'il a besoin du pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'est Trump. Donc il y a un intérêt quand même très fort de ces deux personnages à rester ensemble. Après, Musk occupe quand même une place très grande et Trump n'a pas beaucoup l'habitude de laisser autant de place à quelqu'un d'autre. Là, il prend beaucoup la lumière. Et ça crée quand même des zones de tension, de friction au sein du parti républicain, cette influence d'Elon Musk. Oui, et au sein des conseillers également. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, on va parler beaucoup là des nominations qui sont faites à la tête des ministères, des départements, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est les gens qui n'ont pas besoin de l'accord du Sénat, parce qu'il faut l'accord du Sénat normalement, mais c'est tous ces conseillers qui sont derrière dans l'ombre, comme Stephen Miller par exemple, qui s'est déjà qui a des positions par exemple encore une fois sur l'immigration qui sont bien plus radicales. Et puis il y a un agacement de beaucoup de ces conseillers très loyaux qui sont là depuis longtemps, de voir effectivement Elon Musk. Enfin, c'est des choses, ils se retrouvent à Mar-a-Lago tous ensemble là, et il prend beaucoup de place. Donc il y a aussi des... C'était le seul sur la photo de famille. Exactement. Et il y a des aspects humains comme ça qui vont entrer en jeu. Effectivement, c'est très difficile de savoir si ça va durer longtemps, combien de temps, mais il y a effectivement un intérêt. Allez, on parle de ces, vous l'avez évoqué les uns les autres, mais de ces géants de la tech qui sont en train, pas tous, de faire allégeance à Donald Trump. Et c'est Yann Effelé qui va nous éclairer là-dessus. Rebonsoir Yann, puisqu'il y a cette annonce qui a quand même surpris pas mal de monde. Facebook qui prend Elon Musk comme modèle, qui arrête son programme de fact-checking. Pourquoi cette décision maintenant? Oui, c'est le patron de Meta lui-même qui l'a annoncé. Meta, groupe très puissant qui contient notamment Facebook, Instagram. Jusqu'à présent, l'entreprise avait noué des partenariats avec des médias pour vérifier les contenus. Des partenariats qui coûtaient cher d'une part et d'autre part qui étaient perçus par les républicains comme orientés pour défendre les idées progressistes. Alors Mark Zuckerberg justifie l'arrêt du fact-checking au nom de la liberté d'expression. Écoutez.
Il y a 5 ans, j'ai prononcé un discours à l'université de Georgetown sur l'importance de protéger la liberté d'expression. J'en suis toujours convaincu aujourd'hui. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Un vaste débat s'est engagé sur les préjudices potentiels des contenus en ligne. Les gouvernements et les médias traditionnels ont fait pression pour censurer de plus en plus. Une grande partie de ces efforts est clairement politique. Nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Concrètement, il va suivre l'exemple de X pour la suite avec des notes de contexte rédigées par la communauté elle-même. Alors, un exemple, si j'écris moi-même sur X, Thomas Hugues est le présentateur star du 20h, d'autres utilisateurs pourront ajouter cette note ici. Alors, tout le monde est d'accord, certes, Thomas Hugues est une star, mais ils préciseront, il ne présente plus. Je précise que je ne suis pour rien dans cette partie de la chronique de Yann. Et cette information est vraie, mais il ne le présente plus depuis 2006. Ça, alors, je vous le concède, cet exemple est assez peu polémique, mais si on parle en revanche de l'âge maximum pour avorter un fœtus, là c'est une autre histoire. Les faits laisseront leur place à l'opinion majoritaire avec ces notes. Alors le recul de la certification des informations n'est pas du tout un progrès pour les spécialistes. Nous enquêtons sur Meta depuis 4 ans maintenant. Et nous les avions vus progresser réellement sur leur capacité à détecter la désinformation. Nous avons examiné les fake news électorales et la haine sur Facebook. Voir ce revirement soudain qui vise si clairement à s'attirer les faveurs de Trump et de son administration est vraiment décevant. Ça pourrait avoir des implications mondiales vraiment négatives. C'est vrai que ce revirement de Mark Zuckerberg, on y voit un lien avec l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump. C'est vrai que le timing interroge. On est à moins de 2 semaines de l'investiture de Donald Trump et le futur président a de quoi en vouloir à Mark Zuckerberg puisqu'il l'avait banni de Facebook en 2021. Alors le patron multiplie les signaux pour plaire à Donald Trump. Facebook va déplacer son équipe de modération parmi ce qu'il prend en charge. Il va déplacer son équipe de modération de Californie, un État aux lois progressives, vers le Texas pour ne plus être accusé de parti pris pro-démocrate. Mark Zuckerberg aussi a donné $1 million pour le financement de la cérémonie d'investiture de Donald Trump et il a nommé un républicain convaincu au poste de responsable des affaires publiques. Comment peut-on expliquer cette surenchère ? Eh bien, on peut dire que Mark Zuckerberg a été le patron le plus ciblé par Donald Trump, le seul de la Silicon Valley à avoir été personnellement menacé. Le président élu lui a promis, écoutez bien, la prison à vie, ça c'était avant. Alors peut-être aujourd'hui craint-il Mark Zuckerberg pour son avenir, mais il craint aussi peut-être surtout pour son business et pour ses actionnaires. Le rapprochement s'est matérialisé par un dîner entre les deux hommes. C'était il y a 6 semaines à Mar-a-Lago, la résidence secondaire de Donald Trump. Merci beaucoup Yann Effelé. Elle est à quoi votre oreillette là ? C'est pour tricher. Ah oui, bah oui, non mais voilà, ça c'est une oreillette, ça, vous voyez. Moi aussi j'en ai une, tenez, je vous la rends. Moi aussi. J'en ai une, ça nous permet d'être en lien avec la régie. Et puis parfois, la clé reste ouverte et on entend des phrases qui nous déconcentrent. Et voilà ce qui est arrivé à Yann pendant sa chronique. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je voudrais qu'on revienne sur les différences, les caractères. Enfin, Elon Musk, Mark Zuckerberg, je me tourne vers vous. Marjorie Payan, je crois qu'il y a quelques mois, il s'apprêtait à se battre, à en venir aux mains, c'est ça ? Littéralement. Il y a quelques mois, ce qu'il avait beaucoup fait les choux gras de la Silicon Valley et du monde de la tech il y a quelques mois, c'était en effet d'abord ce match par tweet et réseau interposé entre Elon Musk et Mark Zuckerberg qui s'envoyaient des noms d'oiseaux pour chacun s'arroger le droit à la liberté d'expression. Et puis, il s'était préparé, s'était donné rendez-vous pour un octogone, donc réellement se battre sur en combat de MMA sur un ring, et chacun médiatisé à coups de vidéos dans tous les sens son coaching avec son propre coach personnel de MMA. C'est quand même assez impressionnant. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, bien évidemment, finalement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une des personnalités que Mark Zuckerberg vient de faire entrer au conseil d'administration de Meta, en l'occurrence, c'est Dana White. C'est le patron de la MMA américaine et c'est un très très proche de Donald Trump. Vous l'avez vu notamment Dana White sur la scène le soir de l'élection de Donald Trump à Mar-a-Lago. Et donc il y a des revirements de Kazakh comme ça, il y a un alignement des planètes rouges, si j'ose dire. Alors Mars certainement pour Elon Musk, mais surtout de la planète rouge MAGA pour la Silicon Valley, dont le centre de gravité, Yann a absolument raison de le souligner, se déplace de plus en plus de Bay Area et San Francisco au Texas.
Donc on abandonne la Californie trop wokiste, trop finalement démocrate, et on va vers... on souriait, mais il y a là un enjeu majeur pour nos sociétés, pour nos démocraties, Pierre Aski, parce que là, la justification de Mark Zuckerberg, qui parle de censure et de défense de la liberté d'expression, pardon, mais c'est pour laisser se déverser quel type de contenu sur ces réseaux sociaux, sur ces médias. Il y a quelque chose d'orwellien dans cette affaire, c'est-à-dire d'inversion des mots. Vous savez, Orwell a beaucoup travaillé là-dessus. Lorsqu'on entend Zuckerberg dire que le fact-checking, c'est la censure et que l'absence de fact-checking, c'est la liberté, on croit rêver. Parce que le fact-checking, c'est justement la garantie que les contenus, que vous avez la liberté d'avoir des contenus vérifiés et fiables. Et l'absence de fact-checking, c'est la porte ouverte à la désinformation, à la manipulation. Or, c'est exactement... Vous savez, Zuckerberg, il a une histoire. Facebook a été accusé, et Zuckerberg avait eu des auditions au Congrès qui avaient été très pénibles il y a quelques années. Il a été accusé dans l'affaire Cambridge Analytica, qui est une des pierres du chemin d'Internet. C'est un scandale qui a eu lieu au moment de la première campagne de Trump aux États-Unis, en 2015-2016. Victoire. Oui, et qui avait été une manipulation absolument colossale, à une grande échelle, par une société basée en Angleterre, mais financée notamment par l'extrême droite américaine, par des financiers de l'extrême droite américaine, et qui lui avait valu les réprimandes et l'opprobre du Congrès à l'époque, et qui avait conduit au fact-checking et à des mesures de régulation, etc. Or, aujourd'hui, le vent a tourné dans l'autre sens avec Trump et Musk, et Zuckerberg balance tout ça à la poubelle et revient, profite de ça pour ouvrir les portes. Le risque, c'est que... vous savez, c'est Hannah Arendt qui disait lorsqu'on vous ment, le but n'est pas de vous faire croire le mensonge, c'est de faire que vous ne croyez plus en rien. Et avec un peuple qui ne croit plus en rien, on peut lui faire ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on crée un univers de confusion totale dans lequel plus personne ne croit en rien. Mais il y a aussi... Ça a été théorisé d'ailleurs par Steve Bannon qui disait... l'un des principaux conseillers de Donald Trump. Conseiller de Donald Trump qui disait « flood the zone with shit ». Donc c'est inonder la zone médiatique avec de la merde. Hein. Et donc, c'est l'idée que ça n'a pas besoin d'être vrai. Ce qui est important, c'est de continuer à donner un récit et de multiplier les choses pour que les gens ne savent plus ce qui est faux, ce qui est vrai. Si on regarde même par rapport à l'élection de 2020, on voit qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a... une minorité de gens qui croient que c'est un événement très grave. Ils étaient plus de 50% évidemment en 2021 et là ils sont à peu près 30% à penser que c'est un événement très grave. Donc on voit bien que le récit petit à petit au fil des années prend forme dans la population et que les gens finalement avec le temps qui passe finissent par adhérer et ne va plus savoir quoi penser. Il y a peut-être une partie des téléspectateurs qui nous regardent qui disent oui vous êtes bien gentils mais les médias il y a souvent eu une sorte de courant un peu majoritaire, plutôt de gauche ou de centre-gauche, et vous nous avez abreuvé de ces idées-là depuis des années, des décennies. Ça fait du bien d'avoir une pensée droite. C'est pas de ça dont on parle. Là, on parle d'informations vérifiées. Le travail de journaliste, parfois on le fait bien, parfois on le fait mal, mais au moins il y a une volonté de vérifier les infos avant de vous les donner. C'est de ça dont on parlait, et de la multiplication de fausses nouvelles dans les médias que vous allez pouvoir consulter. Et ce qui est important, c'est que Elon Musk a aussi basculé, avant de basculer pour des raisons personnelles, au moment du Covid. Et au moment du Covid, parce qu'il y avait l'arrêt de toutes ces usines et qu'il y avait le lockdown, donc chacun était chez soi, etc., il a pris des positions déjà anti-scientifiques à cette époque. Et la science était devenue une opinion. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, Marjorie, mais un élément dans cette partie du débat, on parlait de la campagne électorale allemande, c'est la réaction du chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a déclenché, suite à la scission de sa majorité, enfin on ne va pas entrer dans le détail, ces élections anticipées, et qui forcément s'interroge sur le rôle d'un Elon Musk et le rôle des algorithmes. Olaf Scholz. Ce qui est certainement nouveau, c'est qu'il s'agit d'un entrepreneur médiatique mondial. Ce qui est certainement nouveau, c'est qu'avec les algorithmes, la façon dont l'opinion est formée et organisée par les structures de ces systèmes n'est pas connue. C'est un enjeu certes, mais ce n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est que M. Musk a soutenu certains partis d'extrême droite et, comme vous pouvez le voir, n'agit pas seulement de cette manière dans ce pays et c'est quelque chose que nous n'approuvons pas. Je rejette cela. Alors, ces algorithmes des réseaux sociaux, Marjorie Paillon, sont des boîtes noires. C'est un secret bien gardé. C'est impossible de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Oui et non. Justement, c'est là où on va voir si la régulation européenne, finalement, va bien faire son travail ou pas. Une des parties qui a été adoptée dans différentes pièces de régulation et votée notamment par l'ancien commissaire Thierry Breton, enfin, qui ont réussi à accoucher sous sa mandature, c'est notamment cette question de la transparence des algorithmes. C'est le cas dans l'AI Act, notamment, cette fameuse régulation sur l'intelligence artificielle, qui a été adoptée, qui par contre ne sera mise en application qu'en 2026, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Et c'est le cas aussi, dans une certaine mesure, dans le RGPD, qui est ce règlement sur la protection des données personnelles. Et il faut une transparence des algorithmes, et s'il n'y a pas de transparence totale, il faut une explicabilité de ces algorithmes. Donc on met quand même les plateformes devant leurs responsabilités. Il y a une autre histoire dans l'histoire de la régulation, elle se joue en Californie. Pendant cette campagne, la Californie, le Parlement de Californie voulait faire passer une régulation sur l'intelligence artificielle. Elle s'appelle SB 47 et elle était extrêmement intéressante parce qu'elle allait plus loin que la régulation européenne, notamment sur le fait de tenir pour responsables et donc pour payeurs coupables les sociétés productrices d'intelligence artificielle qui auraient provoqué des catastrophes naturelles ou qui auraient été à l'origine d'accidents pour des humains et les faire payer en dollars sonnants et trébuchants. Cette loi a eu un veto de la part de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, parce qu'à ce moment-là, c'est tous les démocrates californiens qui sont venus le voir en lui disant « Si tu fais passer cette loi, tu tues la campagne de Kamala Harris et toutes les big tech vont se retourner contre nous. » Oui, sauf que malheureusement, une partie des big tech se sont quand même retournés, enfin en tout cas sont allés vers le nouveau pouvoir. Pierre. Donc la régulation peut être une arme politique, c'est ça? Oui, ça je suis d'accord avec vous. Et rappelons quand même que le RGPD dont vous parlez, ça a été pensé... Vous parliez peut-être des lourdeurs de l'Europe. Il y a plein de critiques à émettre sur l'Europe, mais c'est d'abord pour protéger les citoyens. Ne l'oublions jamais. Mais pour compléter ce que dit Marjorie, je pense que les premiers tests, en fait, des relations entre Donald Trump et l'Europe vont être sur ces sujets. C'est-à-dire que lorsque, vous savez, on a vu tout à l'heure une image de Thierry Breton et de Margaret Vestager, qui était la commissaire à la concurrence. Deux personnes qui avaient des fortes personnalités au sein de la Commission, qui ont quitté la Commission aujourd'hui. Ce sont deux personnes qui manquent, parce qu'on n'entend plus la Commission. Et si demain, la Commission, comme elle l'a fait par le passé, impose des amendes absolument colossales, Apple a dû payer 13 milliards de dollars, Google, ça se compte en milliards de dollars à chaque fois. Le jour où il y a une amende comme ça sous Trump, moi j'attends la concurrence, la réaction des Américains. Pendant la campagne électorale, donc avant le 5 novembre, vous savez, il y a eu un clash entre Thierry Breton, qui était encore à la Commission, et Elon Musk. Et J.D. Vance, qui va être vice-président dans quelques jours, qui était le colistier à l'époque, avait tweeté une mise en garde à la Commission en disant « Si vous touchez à un cheveu d'une entreprise d'Elon Musk, nous quittons l'OTAN ». Et donc, vous avez le mélange des dossiers, la sécurité d'un côté, l'économie de l'autre. Et puis on est dans la diplomatie à la mode trumpiste, on voit en ce moment avec le Groenland, le canal de Panama. Et on fait ça sur Twitter, sur X, etc. Et J.D. Vance, qui est le candidat de Peter Thiel lui-même de la tech. Peter Thiel, autre libertarien. Et on va se poser, grâce à vous, Sophie, une question à laquelle j'ai répondu depuis un certain nombre d'années, mais qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on est devenu prisonnier de ce réseau X, anciennement Twitter ? Alors, Jean-Noël Barrot a invité la Commission européenne le 8 janvier à agir avec la plus grande fermeté contre les ingérences, notamment celle d'Elon Musk dans le débat public européen. Faute de quoi, la France pourrait prendre elle-même des mesures. C'était chez nos confrères de France Inter une offensive contre le patron du réseau social X qui permet l'expression de ces ingérences. Bannir ce réseau, comme récemment au Brésil, est dans nos lois, a d'ailleurs prévenu le chef de la diplomatie française. Il s'agit à l'entendre de protéger notre espace public. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aller de la parole aux actes? Et pourquoi ne pas commencer, je lui dirais, à quitter ce réseau? Beaucoup l'ont fait, une majorité pour le moment est restée. Sommes-nous, Thomas, à ce point prisonniers? Et de quoi? D'un algorithme plus ou moins public qui valorise la violence, d'une caisse de résonance de nos égos, évidemment. Il y a sans doute un peu de tout ça.
Absolument. Jean-Noël Barrot, lui, il frise 47 000 abonnés. C'est beaucoup, mais c'est très peu. Il est vrai, à côté des 680 000 abonnés de François Bayrou, par exemple, et que dire des 9,9 millions d'Emmanuel Macron ou des 2,8 millions du compte de communication de l'Élysée. Beaucoup avancent que rester sur ce réseau permet d'y faire entendre une autre voix que celle de la violence et des fake news. Pourtant, en France, comme ailleurs en Europe, le mouvement de départ du réseau X va croissant doucement. Oui, il y a des institutions qui s'y mettent. Absolument. Et c'est le cas, en effet, encore ces dernières heures du musée mémorial de Caen. Peut-être l'ignoriez-vous. Son directeur, Kléber Haroul, juge la plateforme incompatible avec ses valeurs et son projet culturel. Il dénonce, je cite, une usine à chaos qui ne s'intéresse au passé que pour mieux enflammer notre présent. Des médias s'y sont mis aussi depuis l'élection de Donald Trump, The Guardian en tête, Ouest France et Sud-Ouest plus simplement chez nous. Oui, et alors vous l'avez évoqué rapidement, et les politiques, qu'est-ce qui décide c'est un sujet sensible, un sujet compliqué, un sujet évidemment douloureux. J'ai interrogé en novembre Jean-Luc Mélenchon pour France 3 et réponse en forme de fuite. S'il fallait supprimer les sites marqués de la désinformation, par la désinformation, il faudrait supprimer la moitié de la TV publique et les 3/4 des TV privées, à la façon de Jean-Luc Mélenchon. Une façon surtout de dire que... il confond les opinions et les faits. On y non, mais on y est complètement. Et puis surtout, il est en train de dire que nulle part ailleurs, il n'a une telle audience. Il a évidemment 2,8 millions d'abonnés. Marine Le Pen, elle, en a 3 millions. Ces derniers temps, pourtant, chez les politiques, la migration un peu souterraine a commencé, surtout vers le concurrent Blue Sky, donc ciel bleu. Et si on veut les rassurer, il existe une application en France, Hello Kitix, qui promet de conserver leurs archives, leurs comptes favoris et surtout leurs abonnés, de quoi les rassurer s'ils veulent migrer. Votre avis, tiens, là-dessus. Je lisais aussi un article sur certaines stars du sport aux États-Unis. Alors là, c'est aussi en millions ou en centaines de millions d'abonnés que ça se compte, qui commencent à se poser, notamment ceux qui ont soutenu Joe Biden et qui sont anti-Trump, des stars qui... Barbara Streisand, des sportifs, des figures des médias. Oui, des figures. Enfin bref, tout le monde se pose la question. C'est de moins en moins virtuel. Votre avis là-dessus, Jérôme Viala-Godefroy? Alors, quitter X. Quitter X. Alors, il y a aussi des gens qui sont à la fois sur X et qui sont, par exemple, sur Blue Sky ou sur d'autres réseaux. C'est mon cas. Il y a beaucoup, donc c'est souvent ça aussi. Alors, je pense que la question, c'est il ne faut pas non plus confondre le nombre de personnes qui suivent avec nécessairement une adhésion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent suivre et pas adhérer. D'ailleurs, voilà, il faut pas. Mais par contre, le danger n'est pas trop directement une influence nécessairement, mais plutôt un récit et le fait que, des éléments de récit... à rester sur un réseau où la haine, la désinformation et les fausses nouvelles complotistes se multiplient, franchement. Moi, j'en suis parti il y a, je ne sais plus, 3, 4... Enfin, quand Musk a racheté. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est du divertissement aussi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je pense qu'il y a un côté... il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est quand même le roi du divertissement. C'est ça avant tout, c'est un show. Ce qu'il fait. Et Elon Musk adore ça. La rédactrice en chef me dit dans l'oreillette, elle a peur de passer à côté d'une info. C'est pas faux, mais je m'informe autrement, elle, ça, vous le savez bien. Oui, mais alors, votre avis là-dessus? Peut-être Marjorie pour commencer. Que Barbara Streisand, des sportifs ayant suivi la campagne de Joe Biden ou des médias reconnus ou des journalistes reconnus quittent X, est-ce que vous pensez que ça fait bouger Elon Musk? Pas une seule seconde. Ah non, mais parce que pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Mais les marques, ça marche aussi par la publicité. Moi, je suis patron d'une marque. Est-ce que j'ai envie que mon produit soit associé à un réseau social où il y a de la haine et de la désinformation? Je commence à me poser la question. Au moment où vous avez vous-même quitté Twitter à l'époque, qui n'était pas encore rebaptisé X en novembre 2022, énormément d'annonceurs ont quitté le réseau. Ça a été le cas notamment de Disney, qui était dans un bras de fer absolument politique contre Elon Musk, contre Ron DeSantis à l'époque. On rappelle qu'Elon Musk, en début de campagne, des primaires républicaines, il ne soutient pas du tout Donald Trump, décidément. Il soutient Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Et il y a un nœud gordien qui se joue avec Disney, puisque Disney est accusé par Ron DeSantis et la Floride de défendre des thèses wokistes. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, que Elon Musk se moque de la rentabilité de X. Il a littéralement insulté le patron de Disney à ce moment-là dans une conférence du New York Times en lui disant « Tu veux quitter le réseau ? Ben écoute, vas-y, fais-toi plaisir. » Pourquoi vous restez?
Je reste parce que, vous voyez, dans mon secteur, sur les affaires internationales, ce qui s'est passé en Syrie depuis plusieurs semaines, ça se passe sur Twitter. C'est là que vous avez les activistes syriens, ils postent leurs vidéos sur X. Ou sur TikTok. Ou sur TikTok, mais pas sur Blue Sky, dont ils n'ont sans doute jamais entendu parler. Échappez au reste, donc c'est très compliqué de se dire, on va se priver d'une part de l'information par ce biais-là. Donc moi, je suis écartelé, pour être très honnête. Je suis sur Blue Sky, que je trouve très agréable et qui devient intéressant parce que ça a beaucoup grossi depuis quelques semaines. Mais ça a, je crois, 26 millions d'utilisateurs dans le monde contre des centaines de millions pour X. Donc voilà, la comparaison n'est pas encore tout à fait valable. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on n'ait pas un réseau européen digne de ce nom qui serait compatible avec les règles européennes et les valeurs européennes. On a raté complètement cette partie-là de l'innovation. On va en parler. Et que la seule réponse qu'on trouve dans le monde hors des États-Unis, c'est TikTok, qui est chinois. Donc le désert européen de ce point de vue-là, moi me désole parce que on utilise soit les technologies américaines, soit les technologies chinoises. Par ailleurs, il y a quelque chose de très important qui se joue pour TikTok demain à la Cour suprême, puisque la Cour suprême américaine a accepté, dans une procédure de fast track, donc ultra rapide, d'entendre les dirigeants de TikTok. Je rappelle que la loi qui a été faite voter par l'administration Biden veut qu'au 19 janvier, attention, le lendemain, c'est quoi? L'investiture de Donald Trump. Si Twitter n'a pas cédé ses activités nord-américaines à une entreprise américaine, TikTok, Twitter, décidément, TikTok ne pourra plus exercer ses activités en Amérique du Nord. Et demain se joue cette audition des patrons de TikTok devant la Cour suprême. Donald Trump lui-même est intervenu. Je rappelle que sur son premier mandat, c'est lui-même qui a lancé l'idée qu'il fallait faire céder ses activités nord-américaines par TikTok à une entreprise. À l'époque, c'était Walmart et Oracle qui avaient été désignés repreneurs. Pourquoi Oracle? Parce que Larry Ellison, qui est l'actionnaire principal d'Oracle, est un grand ami de Donald Trump. À Mar-a-Lago, quand l'administration Trump passait en revue ses troupes pour savoir qui pourrait faire partie de cette future administration, dans la pièce, il y avait Elon Musk, mais il y avait aussi Larry Ellison. Oui. On pourrait aussi parler de la crypto-monnaie, c'est pareil, sur la crypto-monnaie qui est quand même qui devient quelque chose d'extrêmement important et que en fait Trump voudrait transformer et que ça soit une monnaie équivalente au dollar. Alors que il y a des gros soucis, enfin les experts en tout cas économiques disent que ça pourrait aussi faire un crash économique et on voit le changement de Donald Trump sur ces sujets-là parce qu'il a des intérêts, parce qu'il devient copain avec quelqu'un qui est de la crypto-monnaie, par exemple, et qui le finance. On a bien compris que tous ces outils sont potentiellement au service d'un enjeu ou d'une stratégie politique. Et je repose la question qui est la question centrale, et je termine avec vous, Pierre Aski, sur est-ce que Elon Musk peut faire gagner l'extrême droite en Europe ? Il y a quand même eu, là, il y a ce qui s'est passé en Roumanie il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a des questions. C'est pas une question virtuelle, quoi. C'est pas une question virtuelle. Ce qui est intéressant, c'est que la Roumanie, c'est un pays dont le système d'information s'est largement effondré. Ouais. Aujourd'hui, un journal de Bucarest ne peut pas être distribué dans le reste du pays parce que les messageries ont fait faillite. Vous avez des chaînes d'infos continues qui sont des Fox News à volonté et la place a été prise effectivement par TikTok et avec beaucoup d'argent et un savoir-faire, un candidat d'extrême droite a pu se propulser en tête. L'Allemagne, c'est un pays beaucoup plus structuré, un pays qui a une presse et des valeurs politiques, etc. Moi, je ne pense pas que Elon Musk suffise à faire gagner l'extrême droite. Ça ne marche pas comme ça. Les citoyens ne prennent pas leurs décisions uniquement comme ça, sur des coups de tête, dans des pays comme l'Allemagne ou même le Royaume-Uni. Mais on a vu quand même au Royaume-uni, le Brexit a été les 2-3% qui manquaient et qui ont fait passer le oui, ont été manipulés par les réseaux. Donc c'est un facteur absolument qui mérite qu'on s'en inquiète énormément. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Jérôme Viala-Godefroy, le titre de votre livre, Les mots de Trump. C'est aux éditions Dalloz. À très bientôt sur Public Sénat. Merci beaucoup. Demain dans la matinale, Oriane Mancini reçoit le politologue Pascal Perrineau. Vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr ou en podcast. Belle soirée.